Europe Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre. Voici Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et à la une du journal Le Blues de la COP23, des promesses non tenues, pas vraiment d'efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous irons à Bonn dans un instant. Les autres titres. Nous irons également à Beyrouth, qui salue l'arrivée prochaine de Saad Hariri à Paris, le Premier ministre libanais qui va pouvoir enfin quitter l'Arabie Saoudite. Vous connaissez la formule, quand le bâtiment va, tout va. Eh bien, il va très bien, merci. C'est même une première depuis 10 ans, nous dira Daniel Fortin. Le harcèlement sexuel en entreprise, difficile de trouver des procédures efficaces et qui protègent les victimes. Nous serons concrets, ce sera l'enquête du 8h. Et puis la voix de Benjamin Biolay, il reprend l'idole des jeunes de Johnny et ça lui va plutôt bien. Et 8h15, le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, qui vient de décrocher, d'arracher, on lui demandera comment, la Coupe du Monde de rugby en France en 2023. Et on commence donc avec la déprime, la grosse déprime à la COP23. La conférence sur le climat se termine à Bonn, en Allemagne. Que faut-il en tirer ? Il n'y a pas grand-chose de la vie même des participants. Alors il y aura bien la signature d'un texte, quelques propositions après 2 semaines de négociations, mais rien de précis et c'est inquiétant. On retrouve notre envoyé spécial Laure d'Autriche. Aucun pays ne semble prêt à augmenter ses efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Le sujet n'est abordé que sur 2 petites lignes dans le texte que les États devront signer ce soir. Tout reste flou. Comment contrôler que l'accord de Paris est bien appliqué, que chaque pays respecte ce qu'il s'est fixé? Aucune règle commune n'a encore été trouvée. L'urgence climatique est là, mais on a l'impression que tout le monde traîne les pieds, lance l'eurodéputé Yannick Jadot. C'est une COP où on a fini avant d'avoir commencé. Il n'y a pas de tension sur les négociations parce que finalement rien ne se discute. Que ce soit la solidarité vis-à-vis des pays du Sud, que ce soit sur le rehaussement des engagements des États sur leurs émissions de gaz à effet de serre, rien de sérieux. Donc c'est une COP déprimante. On a plus l'impression de sauver les Nations Unies que de sauver le climat. D'autres questions restent aussi sans réponse. Comment compenser le retrait des États-Unis de l'accord de Paris? Qui sera prêt à donner plus d'argent pour aider les pays pauvres à s'adapter au dérèglement climatique? Beaucoup d'États semblent frileux et ce sera justement le sujet principal du sommet du 12 décembre à Paris, organisé par la France avec une centaine de chefs d'État invités. À Bonn, Laure d'Autriche, Europe 1. On apprend ce matin la disparition de l'un des parrains les plus célèbres, les plus redoutés aussi de la mafia sicilienne, Toto Riina, 87 ans. Il était emprisonné depuis 1993, accusé avec Cosa Nostra d'avoir commandité plus de 150 assassinats, dont celui du juge Falcone en 1992. En principe, il sera là demain à Paris avec sa famille. Saad Hariri, le Premier ministre libanais démissionnaire. Saad Hariri qui sera reçu par Emmanuel Macron et devrait donc quitter l'Arabie Saoudite. Officiellement, il est libre de ses mouvements. Beaucoup de rumeurs, de questions en tout cas ces derniers jours. Le Liban pris dans les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et Paris au milieu qui tente de calmer le jeu. À Beyrouth, l'envoyé spécial d'Europe 1, Sébastien Krebs. Ce geste de la France, c'est enfin un début de soulagement pour ce retraité préoccupé. Nous sommes reconnaissants à la France. Elle nous donne l'espoir. Personne ne comprend qu'est-ce qui arrive. Je suis inquiet et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Pauvre Liban. Attablé au café voisin, Toufik se désole lui aussi face à un nouvel épisode qui prouve combien son pays reste un terrain de jeu pour les puissances étrangères. On est gouverné par l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le gouvernement n'est pas libre et indépendant. Tu peux me citer un seul exemple dans le monde où un Premier ministre a démissionné d'un autre pays? Il y a quelque chose qui cloche. C'est pourtant un jeudi soir comme les autres à Beyrouth, la musique qui déborde des bars et les terrasses envahies par la jeunesse. Nous sommes des Libanais, nous sommes habitués à tout ce qui se passe. Il y a toujours eu des hauts et des bas, pas question de s'arrêter de vivre. Vous voyez, les gens sortent boire un coup ou dîner. Je ne pense pas qu'il y ait de panique. Au Liban, on est toujours optimiste. On a connu des guerres, l'occupation, mais les choses finissent toujours par s'arranger. Tous souhaitent voir le Premier ministre revenir vite, au moins pour clarifier sa situation, espérant que tout cela en restera à une petite crise de plus dans un pays qui en a connu tant. Beyrouth, Sébastien Krebs, Europe 1. Parmi les informations de la nuit, Angela Merkel qui joue les prolongations en Allemagne. La chancelière essaie de former un gouvernement de coalition avec les Verts et les libéraux, pas simple. Les pourparlers devraient reprendre dans la journée.
On passe à l'actualité économique et une bonne nouvelle ce matin, la construction repart en France. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos, cela n'était pas arrivé depuis 10 ans. Les embauches devraient donc reprendre. La construction, il faut dire que c'est un indicateur phare pour mesurer la santé de l'économie française. Oui, et ces chiffres que je vais vous donner, c'est presque un miracle, tant la construction avait souffert avec 30 000 emplois perdus en 10 ans. Cette fois donc, c'est vraiment l'embellie. L'activité a progressé de 2,5% cette année et surtout, les entreprises prévoient une hausse de 4% de leur chiffre d'affaires en 2018. Et pour la première fois, vous l'avez dit, les créations d'emplois devraient repartir l'an prochain. 35% des employeurs déclarent aujourd'hui manquer de main-d'œuvre. Pour faire face aux commandes, il n'était que 8% à le dire en janvier dernier. Cette reprise, Daniel, on l'explique comment ? Alors les chantiers repartent partout, surtout dans les métropoles, notamment grâce aux projets de transports urbains. Mais le plus spectaculaire, c'est incontestablement le Grand Paris. À lui seul, ce chantier devrait représenter un quart des commandes de Bouygues, par exemple. C'est à peu près la même proportion pour les autres entreprises de travaux publics. C'est dire l'importance qu'est en train de prendre dans notre économie cet énorme projet de transformation de la capitale et de nos banlieues, de loin le plus spectaculaire depuis les travaux du baron Haussmann sous le Second Empire. L'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. Europe 1, il est 8h06. Le harcèlement sexuel, et maintenant on fait quoi ? On vous a beaucoup parlé de la libération de la parole nécessaire, mais concrètement, il est toujours compliqué de passer la vitesse supérieure dans le monde de l'entreprise. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour. Vous avez enquêté sur le sujet, mais tout de suite, un témoignage qui résume très bien la situation. Elle s'appelle Sandrine, elle a été victime de harcèlement sexuel dans une grande entreprise d'Île-de-France. Et elle vous raconte. Il allait garder mes mains dans les siennes, caresser mes doigts, embrasser mes mains. 10 secondes plus tard, il allait recommencer, prendre mes mains sur mes cuisses si elles étaient sur mes cuisses. Un jour, il a carrément dans son bureau essayé de me forcer à l'embrasser. Et il a recommencé quelques minutes plus tard et j'ai fini par partir de son bureau. Ensuite, j'étais en arrêt maladie. Entre le moment où j'ai alerté sur ces faits-là et le moment où j'ai pu être licenciée, parce que même si c'est dramatique d'en arriver à perdre son travail, pour moi, c'était la seule échappatoire, il s'est passé plus d'1 an. J'ai bien entendu, Pauline, c'est la double peine là, parce que Sandrine, elle était victime, elle a quand même perdu son travail. C'est un cas isolé ou ça se passe toujours comme ça ? Eh bien, c'est presque systématique. D'abord parce que dénoncer le harcèlement sur son lieu de travail, ça veut souvent dire mettre en cause sa hiérarchie. C'est supérieur avec le risque de perdre son emploi. Les actes se déroulent le soir, tard, à huis clos, sans témoin. Or, il faut arriver devant sa direction avec un dossier déjà complet, disent les victimes, comme si on passait devant un juge. C'est impossible selon Sandra Bouchon, juriste pour le défenseur des droits. Beaucoup ne vont pas être crus, donc il y aura souvent des sanctions. Malheureusement, souvent les collègues de travail ont peur de témoigner. Comment prouver ces agissements ? La seule façon, c'est finalement de finir par enregistrer les propos, mais à l'insu de l'auteur, et ce n'est pas déclaré recevable au niveau des juridictions civiles aujourd'hui. Épreuve ultime de la perversité du harcèlement en entreprise, il n'y a aujourd'hui aucun dossier de harcèlement sexuel de femmes en CDD ou en intérim sur le bureau du défenseur des droits. Mais Pauline, la loi, elle oblige pourtant les entreprises à avoir des dispositifs contre le harcèlement sexuel ? Exactement, mais 18% des entreprises seulement jouent le jeu, selon une étude IFOP de 2014. Ce qui manque, c'est aussi et surtout la formation. Avocats, psychiatres et même DRH le reconnaissent. Et les managers ne sont pas formés à cette problématique. Ça, c'est vrai dans les grandes entreprises. Alors imaginez dans les petites, il n'y a presque rien. L'inspection du travail, tout simplement, est-ce qu'elle n'a pas un rôle à jouer ? Si, vous avez raison, mais même là, il y a des manques. Muriel, par exemple, travaille en Île-de-France. Elle nous montre le formulaire type qu'elle utilise lors des contrôles. Sur la première page, on a ambiance thermique, aménagement des postes de travail. Et donc, si je me promène dans cette liste jusqu'à la lettre H, il n'y a pas de case harcèlement sexuel, alors que ça correspond quand même à un registre d'intervention et à des articles spécifiques du Code du travail. Selon un grand cabinet de formation parisien, depuis l'affaire Weinstein, quelques entreprises ont appelé pour se renseigner, mais les patrons au téléphone parlent de sexisme, pas de harcèlement sexuel, preuve que ce délit reste encore largement tabou au sein des entreprises. Et donc pas de case pour harcèlement sexuel. C'était l'enquête du 8h signée ce matin, Pauline Jacot. Il est 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, c'est une mobilisation très faible hier dans les rues de France. 4e manif depuis la rentrée contre la politique libérale d'Emmanuel Macron, c'était le mot d'ordre, mais ça ne prend toujours pas et l'écart est toujours aussi grand entre les chiffres de la police et ceux des syndicats. À Paris, 8 000 seulement selon la préfecture. 40 000, répond la CGT. Alors pour trancher, bien plusieurs grands médias, dont Europe 1, ont décidé d'appeler un cabinet d'études et de conseils indépendants. Résultat,
8250 manifestants, un chiffre donc très proche de celui que donne la police. Alors comment s'est passé ce comptage ? Il y a une technique assez particulière et c'est un reportage de Jeanne Bergaoui. 2 capteurs sont installés à la fenêtre d'une chambre d'hôtel au 3e étage. Ces capteurs tracent une ligne virtuelle sur le boulevard Voltaire et toute personne qui franchit la ligne est ainsi prise en compte. Jocelyn Munoz suit les mouvements en temps réel sur son ordinateur. Concrètement, on voit le cortège qui avance. Dès lors qu'il dépasse la ligne, il y a plein de flèches vertes un peu dans tous les sens pour signaler que le capteur a compté une personne. Parce que la technologie n'est pas infaillible, un employé réalise 4 comptages manuels en regardant en ralenti 4 petites séquences. Ce comptage permet de rectifier à la marge le résultat et 10 minutes après la fin du défilé, ils annoncent le nombre de 8250 manifestants. Pour Assaël Adari, président du cabinet, cette technologie permet d'apporter plus de transparence. C'est l'idée d'être vers plus de fiabilité et surtout non partisane. C'est-à-dire que vraiment, on ne roule pour personne, donc un chiffre serein, apaisé et fiable. En général, selon ce cabinet d'études, leur chiffre est souvent supérieur d'un tiers à celui de la préfecture et très éloigné de ceux des syndicats qui peuvent multiplier par 4, par 5 ou par 10 le nombre de manifestants. Jeanne Bergaoui, l'actualité sportive du football. Saint-Etienne joue à Lille ce soir dans le championnat de France de Ligue 1. Et puis le retour du stade de la Licorne. Amiens reçoit Monaco. La Licorne où 29 supporters avaient été blessés il y a 1 mois et demi dans l'effondrement d'une barrière. On a tous quelque chose de Johnny, c'est le titre d'un album de reprise qui sort aujourd'hui. Avec Louane, Calogero entre autres, et puis Benjamin Biolay qui se confie ce matin à Émilie Mazoyer. Biolay qui signe une reprise très chaude de Retiens la nuit. Retiens la nuit, pour nous deux, jusqu'à la fin du monde. J'ai connu un Johnny rockabilly un peu au début et après toute ma vie je l'ai entendu quoi. Retiens la nuit, c'est votre préféré ? La chanson est cool, hein, c'est une chanson très jolie, mais ce terme Retiens la nuit, ça m'a toujours fait rêver à côté de Scott Fitzgerald. Pour le bonheur de nos deux cœurs, arrête le temps et les heures. Et vous avez conscience d'avoir mis beaucoup plus de sexe dans votre version que dans la version originale de Johnny, c'est fait exprès ? Il avait 18 ans, donc il avait moins connu l'amour que moi, qui en a 44, hein, c'est mathématique. Serre-moi fort contre ton corps, il faut qu'à l'heure du folie. C'est vrai qu'elle est assez sexe, cette reprise de Benjamin Biolay avec Émilie Mazoyer. Et puis une autre sortie d'album très attendue aujourd'hui, celui d'Étienne Dao. Blitz, c'est son titre, il a été enregistré à Londres. Merci à vous, Jean-Philippe Ballas, pour le journal. Europe 1.